Yes, Mike, man, quel épisode plaisant. Ben, j'ai adoré. C'était le fun, hein? Ouais. Évidemment, vous êtes en présence de Michael et Jean-William. Salut, gang. Donc, pour cet épisode, on avait l'immense honneur de recevoir Edem Amegbo, qui est un entrepreneur, un agriculteur, dans le fond, qui a fondé les Jardins d'Edem. Super intéressant, pour vrai. On avait accès vraiment à un côté super humain. C'était le fun de jaser avec lui, de jaser aussi avec un autre maraîcher, puis de pouvoir discuter un peu de l'expérience, surtout que lui, ben, c'est ça, il s'est spécialisé, dans le fond. C'est ça. Fait on parle beaucoup de sa spécialisation, là, évidemment, là, sur les légumes africains en soi, mais de façon plus générale aussi sur la réalité entrepreneuriale d'une ferme qui se spécialise dans des produits uniques, tu sais. Fait que c'était vraiment intéressant d'avoir son point de vue sur comment démarrer tout ce projet-là, comment continuer à le faire vivre, puis c'est quoi ses perspectives aussi d'avenir avec tout ça. Fait que, c'était vraiment le fun. Ça a remis, pour nous-mêmes aussi, ça a remis des trucs en perspective. Ça nous a fait réfléchir à notre propre ferme, comment qu'on envisageait ça dans l'avenir. Fait que il y a une finale surprenante là, qu'on s'attendait peut-être pas à aller là au début, mais qu'il est arrivé avec des quoi super authentiques. Fait que rendez-vous jusqu'à la fin, là, c'est vraiment du bonbon. Fait que vraiment un dude super smart aussi. Il nous a même apporté de son jus de bissap, qui est comme dans le fond du jus avec fleurs d'hibiscus, qui est incroyable pour vrai. Si vous arrivez à trouver ça, surtout celui des Jardins d'Edem, écoute, arrachez-vous-le en magasin, ça vaut vraiment la peine. Fait que sans plus tarder, bonne écoute. Yes. On aimerait remercier notre commanditaire principal de notre saison 5, Tessier, fabricant de serre et allié de choix des maraîchers et sériculteurs. Tessier, c'est fabriqué ici même au Québec. C'est des structures de première qualité. Donc, joignez-vous au mouvement. Cultivez Tessier, vous aussi. Une production Origine. Hey Edem, bienvenue au balado. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation, de t'être déplacé pour venir nous voir. C'est toujours apprécié dans ce moment où on se rapproche du printemps. Hein? Les semis, c'est pas mal. C'est parti, là. C'est parti, c'est ça. Pour les auditeurs, on se le cachera pas. Là, vous allez écouter cet épisode, puis l'été va être déjà bien entamé. Mais nous, ben, on est au début du printemps, à la fin de l'hiver. Il y a encore de la neige, là. Ouais, encore de la neige. Ben, écoute, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse commencer pour parler un peu de ta ferme, dans le fond, puis de comment ça t'est venu un peu cette idée-là en soi, puis comment ça t'est venu l'idée de dire comme « Hey, OK, moi, j'ai envie de comme me différencier puis de cultiver certains types de produits. » Fait que peux-tu nous parler un peu de ça, là? Oui, j'ai commencé il y a cela 10 ans. En 2000, le rêve a commencé même avant ça, en 2012. J'en parlais beaucoup autour de moi. Yes. À mes amis, moi, je suis tanné de travailler dans une usine, j'aimerais avoir ma ferme. Puis quand ça a débuté en 2015, on dirait que je me suis un peu faufilé parce que là, c'était quand même gros, là, commencer tout ça. Donc, j'ai plus focusé sur les légumes d'ici. J'ai travaillé sur une ferme bio dans ma région. Donc, je voulais d'abord savoir comment on fait les brocolis de ce monde, les carottes. Donc, très vite, le côté africain, comme laissé de côté. Okay, donc, c'est mes amis qui me le rappelaient. « Hey, tu nous avais promis ça, Ah, tu ferais des légumes africains. » OK, parce qu'à la base, c'était ton idée. C'était mon idée, c'était mon rêve. Ah ouais. Parce que je trouvais déjà en région comme on manquait de légumes africains frais. Il fallait tout le temps aller comme à Montréal pour en avoir du frais dans le temps, il y a cela 10-12 ans. Puis ma soeur vivait à Longueuil. Donc, souvent, c'est elle qui me fidait en légumes africains. Elle venait me voir à Grimby. Puis je lui ai dit un jour, c'est moi qui vais te fournir en légumes africains. Donc, pour moi, c'était comme au début du rêve, c'était déjà là. Mais une fois que j'ai commencé le métier, il y avait tellement de choses à apprendre que j'ai mis ça de côté pendant les 2 premières années, je dirais. Je me consacrais plus à faire mes paniers bio, tout ça. Mais très vite, c'est venu me rattraper. Là. Mes amis m'en parlaient. Puis il y avait comme pas une pression, mais moi, je le voyais dans le plan d'affaires qu'il fallait que j'en fasse. Donc, j'ai commencé comme 2 ans après à commencer à faire des légumes africains tranquillement. Donc, vers 2017-18. Donc, j'ai commencé par le gombo, ou qu'on appelle souvent okra aussi, qui est un légume quand même très connu maintenant à Montréal. Donc, j'ai commencé par ça. Puis tranquillement, j'ai continué à rajouter d'autres légumes africains. Puis aujourd'hui, on est rendu à 10 légumes africains. Donc, je suis quand même très fier du chemin accompli. Mais au début, c'était pas évident parce qu'il fallait comme maîtriser la ferme au début. Puis rajouter ça qui était une coche dessus. Exact. C'est quelque chose déjà. C'est ça. Démarrer une ferme en soi, c'est beaucoup d'étapes, beaucoup d'ouvrages. Beaucoup d'essais. C'est un peu quand même l'étape logique de comme... Avant de te spécialiser un peu, c'est ça, vraiment comme solidifier la base la compréhension entrepreneuriale aussi. Effectivement, tout ça, c'est ça. Ouais. Nice. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est que c'est déjà, tu sais, c'est tes amis ou ta famille qui t'ont rappelé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'importance, des fois, tu sais, quand tu as des objectifs ou des rêves, tu sais, en parler. Oui, il faut en parler. Parce qu'après, on dirait que tu te commets, puis là, tu dois comme livrer la marchandise. T'es comme obligé de livrer la marchandise. C'est comme une bonne pression qu'on se donne tout seul. Ah ouais, c'est le fun. Nice.
Puis justement, c'était comme une bonne pression. Est-ce qu'il y a un point où tu étais comme, ah man, je suis vraiment tanné, là, qui me rappelle tout le temps ça ou qui essaie. Mais au début, c'était un défi. Puis j'avais beaucoup de choses à gérer. Puis j'avais comme peur de me lancer, de rajouter ça en plus. Donc j'y allais tranquillement. Puis au fond, l'agriculture, je dirais, c'est la passion de mon père avant d'être le mien. Mon père m'en a tellement parlé quand on était jeune, quand on était en ville. Il disait, moi, quand je prends ma retraite, premier jour, je m'en vais en campagne. Je fais mes légumes là-bas. Donc on dirait ça m'est resté quelque part dans la tête, caché. Puis quand j'ai commencé ce projet, là, je l'appelais souvent, on en parlait. Puis là, il me donnait des conseils. Essaie le gombo, fais ça de telle façon. Puis on faisait comme un genre de concurrence. Moi, j'ai planté mes légumes ici, lui plantait au Togo. Okay. Moi, je disais, moi, j'ai ma première fleur. Puis il me dit, mais moi, j'en mange depuis 2 semaines déjà. Mon père, il est pas mal baveux. Donc, tout le temps, il me disait, avec là, c'était comme j'y allais tranquillement. Mais le déclic, je pense, il est arrivé quand mon père est mort. Mon père est mort comme 3 ans après que j'ai commencé. Puis là, je réalisais que j'ai comme pas fait grand-chose. Je me dis, au fond, j'ai tout le temps peur de l'essayer. Puis là, je me dis, bon, là, il n'est plus là pour me guider de toute façon ou pour me comparer. Là, j'assume mon rêve, au lieu de tout le temps le reporter à plus tard. Donc, c'est en 2018, c'est en 2019, j'ai commencé comme à agrandir le champ, à faire plus de légumes africains, aller plus en... On dirait, avant, j'y mettais ça en frein tout le temps. Je me disais, plus tard. Puis là, non, plus tard, là, c'est là. C'est maintenant. Parce que là, on dirait, j'aurais aimé qu'il voit que ça réussisse. Puis là, il n'a pas vu. Je me suis dit, là, il faut que j'enclenche. Là. On n'a pas toute la vie forcément, tout le temps devant soi. Ouais, c'est vraiment touchant. Puis comment tu vis ça justement maintenant, tu sais, je veux dire, pratiquement 7-6 ans plus tard, là, tu sais, cette relation-là, tu sais, par rapport à ton père, tout ça, tu sais, j'imagine... Je me dis souvent qu'il serait très fier, du résultat, parce qu'au début, on dirait, je n'osais pas me faire confiance, on dirait, il me disait souvent, il fait pas assez chaud au Québec pour faire ça, puis il me dit, non, essaie, aller au pied, tu vas scraper ton champ, c'est tout, là, lui, il était pas... on dirait, là, je suis qu'il serait fier, là, je serais fier, parce que dans le temps déjà, en 2017, j'étais passé dans le journal local, puis je lui ai envoyé comme un petit bout de papier de ça. Puis quand j'étais allé à son enterrement, un de ses meilleurs chums me dit, il m'a montré ce bout de journal-là 3 fois. Comme si c'était passé 3 fois dans le journal. Là, il dit à un moment donné, je lui ai dit, ton fils, là, il passe chaque semaine dans le journal. Il dit, oh non, c'est le même. Non, c'est pour moi. Il était déjà fier, alors qu'au début, il n'y avait comme pas grand-chose. Là. Donc je me dis, aujourd'hui, souvent qu'il serait encore plus fier. C'est beau, ça. Est-ce que ton père a toujours été cultivateur? Ou non, mon père est biologiste de formation. Donc, on avait une maison en ville, tout ça. On avait un petit jardin. Mais lui, il était curieux souvent de la vie en ville. Puis il dit, premier jour de retraite, je m'en irai en campagne. Comme on l'open terre. Mais il l'a jamais fait en fin de compte. Mais des fois, j'ai l'impression que je revis ça un peu à travers. Là. C'est cool. C'est le leg du rêve aussi en même temps. C'est ça. Ça me fait beaucoup rire parce que récemment, avec des amis, ce qu'on se dit, c'est que notre projet est une espèce de projet de retraite anticipée. Là, ça me fait ça. C'est comme, tu sais, un autre qui disait comme, après ma carrière, je vais aller faire ça. Finalement, tu sais, ce qu'on fait, c'est un peu le projet de plusieurs personnes qui disent à la retraite, je vais monter ça. On le fait anticiper, tu sais. C'est ça. C'est cool, puis c'est le fun que ça fasse honneur à ton père dans ce cas-ci. C'est nice. Ouais, vraiment. Puis justement, c'était, tu sais, tu l'as nommé un peu, tu sais, le fait de vouloir, tu sais, fournir en même temps, tu sais, des variétés genre africaines pour tes amis, pour la famille, les proches. Mais c'était quoi aussi comme les autres objectifs, on pourrait dire, initiaux quand tu as démarré justement Jardin d'Éden, tu sais? Mais c'était surtout de fournir mon monde, ça c'est sûr, parce que je trouvais qu'il en manquait des légumes frais en région. Quand tu sors de Montréal, Longueuil, là, qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais l'autre défi aussi, c'est de me dire, j'aimerais que les gens d'ici connaissent d'où je viens. Je trouve que quand tu connais le côté culinaire de quelqu'un, c'est comme tu connais une grande part de lui. Je trouvais que c'est important de montrer ça à mes clients de panier bio, marché public, tout ça, d'où je viens à travers comme ce que je mange, on dirait. Donc, c'était comme, pour moi, une des deux clés. Là. Puis, je dirais, c'est surtout faire plaisir à mon monde, dans le sens que des fois, les gens viennent acheter des légumes, là, puis ils te comptent une partie de leur vie. Là. Ils disent, la dernière fois, j'ai mangé ça, j'étais avec ma grand-mère à tel plat. Ils te racontent leur vie comme si tu étais de la famille. C'est ça, tu leur vends, tu fais de l'argent, mais au-delà de ça, tu as une reconnaissance. Là, ils te disent, merci, je veux montrer ça à mes enfants, comment manger ça. Souvent, on dirait, c'est une façon de leur redonner à leurs enfants qui sont nés ici, des fois. Donc, de pouvoir recréer ce pont-là aussi. C'est ça. Donc, on dirait, moi, c'est le côté qui m'a plus fait cliquer depuis le début, puis encore, là, je le vis encore, là, des gens qui viennent, puis t'achètes comme un petit bout de sac de légumes africains, mais ils sont comme tellement contents. Ça fait comme tellement longtemps qu'ils l'ont mangé. Là. Ça, c'est comme ma plus grosse paye, je pense. C'est fort, ça. Ben oui, puis c'est cool parce que ça, c'est... c'est ta plus grosse paye, puis c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement tangible économiquement. Là, c'est ça. Mais c'est tellement important dans la vie d'un agriculteur, de genre de petite agriculture qu'on fait des fois. C'est ces petits moments-là qui sont graceful, puis qui nous permettent de continuer une saison de plus.
Plus qu'une saison de plus, là, mais je veux dire. Mais de voir plus loin, de sentir le sens aussi, c'est ça dans ce qu'on fait. Puis même au-delà de ça, ça m'a reconnecté moi-même avec ma culture parce que je dois vous avouer que mes premières années ici, tu arrives dans une nouvelle place, puis tu veux t'adapter. Donc, j'ai passé un gros bout de temps à vouloir devenir, pas québécois, mais à vouloir vraiment tout comprendre, les mœurs. Puis des fois, on dirait que tu t'oublies là-dedans. Mais en faisant des légumes africains, je peux pas dire n'importe quoi aux gens. Donc, ça t'oblige à te rappeler certaines choses, à appeler souvent ma mère pour lui demander « Hey, maman, ça veut dire quoi? Pourquoi on fêtait la fête? » Des fois, il faut que je dise les vraies choses au monde aussi. Oui, c'est ça. Donc, ça fait que ça m'a comme ramené à ma propre culture que j'étais en train d'oublier des fois. Donc, j'ai l'impression que je suis devenu plus togolais, plus africain qu'avant en faisant ce travail-là. C'est nice. Ben, c'est ça que justement, je voulais te poser comme question. Est-ce que ça t'a permis aussi, non seulement de renouer au niveau culturel, mais même au niveau alimentaire? Des fois, mettons, on retrouve, on veut faire certaines variétés, puis là, on finit par comme un peu apprendre l'histoire derrière ça, de soit ce légume-là ou de la variété. Ou, ça retrace un peu cette espèce de parcours-là. Oui, effectivement, ça m'a fait ça. Puis même si tu viens de quelque part, on dirait que tu connais pas tout de cette place non plus. Moi, mes parents faisaient peut-être 2 sortes de légumes, comme de légumes que j'utilise maintenant à la ferme. Et en cultivait peut-être, on en mangeait surtout 2. Mais tout le reste là, que je cultive maintenant, je l'ai appris à travers mes clients. Là. On dirait c'est mes clients qui me disent « Oh, telle affaire, c'est bon aussi. » Puis en le faisant, là, j'appelle ma mère et je dis hey, « Ça aussi, il y a ça au Togo. » Mais oui, il y avait ça. C'est juste que moi, je ne le cuisinais pas. On dirait ça m'a appris plus sur mon pays quasiment ici, des fois, en faisant ce métier-là. J'ai comme découvert d'autres légumes que je n'ai même pas mangé avant. Donc, c'est ce côté-là aussi que j'aime. Là. C'est cool. C'est devenu, c'est ça, par le biais de la ferme, c'est devenu un peu le milieu où finalement, même du monde, j'imagine, c'est ça, peuvent reconnecter avec leur culture. Oui. En te permettant toi aussi de le faire. Vraiment. Ça devient vraiment on dirait que j'apprends autant que mes clients, j'apprends beaucoup d'eux. C'est comme moi, j'ai commencé avec 2-3 légumes que je connaissais, mais là, tout le reste, c'est des gens qui me l'ont conseillé. Hey, fais ça, c'est bon. Puis à force de le faire, puis t'attends. Puis ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que moi, mettons, je viens du Togo. Donc, les légumes que je fais, je les connais dans ma langue. Mais des fois, il y a des clients qui viennent du Cameroun. Puis ils me demandent, as-tu tel légume? Non. Et après, il me dit, mais là, oui, tu l'as ici. Je ne sais pas te parler de ça. Moi, je l'appelle Adémé. Il dit, moi, je l'appelle Clin-Clin. Moi, je l'appelle Adémé. Ça fait que je crois ça va de ça que tu te parles. Donc, on dirait avec le temps, je commence à avoir un lexique. Puis des fois, quand les clients viennent, j'arrive à les impressionner. Quand je sais d'où ils viennent, je donne le nom. Hein, tu connais ça? Oui, je connais ça. Comme si je parlais toute leur langue, mais je connais juste quelques mots. C'est une façon de connaître d'autres cultures africaines qui sont quand même différentes. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est fou comment c'est ça à travers, puis tu l'as nommé, à travers l'alimentation, à travers la bouffe, les légumes. C'est comme, c'est vraiment, c'est comme transcendant en fait, là, comme outil de connexion ensemble. C'est ça. Ouais, on doit tout manger, puis en même temps, il y a toutes les particularités, mais ça permet vraiment aussi des fois de s'initier. D'apprendre de l'autre, tout ça. Là. Ouais, vraiment. Très nice. Moi, j'aurais justement aimé savoir... au niveau des défis aussi en soi, parce que là, il y a non seulement les défis de la ferme en soi qui est déjà... qui peut quand même être volumineux, mettons, en termes de quantité de défis. Puis là, en plus de te spécialiser aussi, ça ressemblait à quoi un peu, justement, ces défis-là? Mais au début, je voulais, comme tout ce que j'ai appris des légumes québécois, je voulais comme le ramener aux légumes africains, mais des fois, il ne faut pas tout le temps y aller de la même façon. Ce n'est pas les mêmes légumes. Comme ma première saison, j'ai fait du okra. J'ai parti plein de semis, j'étais vraiment enthousiaste. Puis j'ai planté ça peut-être mi-mai, parce que c'était un printemps où il faisait très chaud. J'ai planté ça en même temps que mes plantes de tomates quasiment, parce que je trouvais qu'il faisait chaud ce printemps-là. Puis une semaine après, on a eu comme un léger froid à peine. Là. Il avait fait peut-être 0, 1. Mes tomates, je les ai couvertes avec une toile. Ça a passé à travers, les poivrons aussi, mais tous les okras sont morts. J'ai parti comme 500 plants, puis les 500, il m'en restait peut-être 4-5, mais j'ai comme tout scrappé. Puis le rendu, là, fin mai, le temps de repartir d'autres semis, j'en ai fait, mais c'était trop tard. C'est ça. Donc, on dirait la première leçon que j'ai appris avec les légumes africains, c'est qu'il faut être patient. Il faut être prêt, mais il faut être patient. Il faut les partir tôt, les avoir en serre, les bichonner, en prendre soin, mais attendre vraiment que le dernier gel soit passé avant d'aller dehors. Sinon, tu vas comme tout scraper, puis là, c'est trop tard. C'est ça. Donc, j'ai appris à être patient avec ça. Puis, c'est ça le gros défi au début. Puis, les premières années, je voulais m'obstiner à les faire forcément dehors. Parce que j'avais comme pas de serre non plus. J'avais juste une serre à semis. Donc, je voulais les faire dehors comme les autres légumes, mais
à un moment donné, j'ai réalisé que c'est pas des légumes faits pour dehors. Donc, j'ai commencé à avoir des serres. Donc, c'est en 2020, 2019, c'est là où il y a eu le déclic aussi de dire, ben, on va s'équiper pour en faire parce qu'on peut pas tout le temps aller faire dehors comme les carottes de ce monde. Là. C'est avec là, j'ai acheté une serre, après des tunnels. Donc, je suis rendu à 10 tunnels, 3 serres, puis juste en légumes africains. Donc, ça me permet de partir la saison aussitôt que j'aimerais comme début mai, pour être sûr. Mais vu qu'il y a une serre, même s'il y a un léger gel, je peux les couvrir dans la serre en plus. Après, ils sont bien partis. Donc, c'est le fait de dire, bon, OK, on va s'équiper pour les faire. Puis là, tranquillement, là, j'avais des bons résultats. Puis là, je suis rendu dans l'effet inverse. Parce qu'à un moment donné, les serres, c'est bien beau, mais ça coûte très cher quand même. C'est ça. Là, je me dis, il faut trouver une façon de les retourner dehors, qui s'acclimatent au Québec aussi. Là. Donc là, le défi, c'est plutôt de dire, ben, même si je les fais dehors, puis j'ai le tiers de la récolte de ce que j'aurai en dedans, au moins, je n'ai pas payé une serre pour ça. Donc, j'essaie de trouver une façon de les maximiser dehors. Donc, c'est ça le nouveau triple, de voir comment on peut faire ça dehors, maximiser. Ça marche pareil. Donc, c'est ça. Puis, ta ferme en soi, c'est combien d'hectares ou je sais pas combien d'acres ou hectares? 4 acres. 4 acres, OK. Quand même. Puis là, tu as quand même 10 tunnels, 3 serres? 10 tunnels, 3 serres, oui. Mais il y a une serre qui c'est la serre à semis, mais après, une fois que les semis sont passés, la moitié, c'est ça, je la remplis de légumes africains. Puis des 100 pieds ou des 50 pieds? Les tunnels, oui, c'est sous des 100 pieds. 100 pieds par 20 pieds de large. La serre, il me semble, c'est 25 pieds de large par 100 pieds aussi. Wow, OK, quand même. Fait que grosse production. Puis tu dis que c'est dédié à 100% aux légumes africains. Avant, non, mais maintenant, on est rendu comme ça. Avant, j'essayais de faire des poivrons, tomates, mais j'ai réalisé que c'est pas mes forces tant que ça, tous ces légumes-là. Puis les légumes africains, c'est ça qui attire le monde. Donc, j'ai décidé de les mettre dedans. Puis les autres, on les met dehors. Ça représente une bonne proportion quand même, ça veut dire, de ta ferme. Là. Ouais, en termes de serre, c'est eux la majorité. Dehors, c'est encore les légumes d'ici. Mais même là encore, cette année, on va vivre un gros changement. Parce que là, cette année, j'ai décidé de baisser ma production. Un choix que j'ai fait de... On dirait après 10 ans, il commençait à être essoufflé de faire autant de variétés, de courir partout. Donc, j'ai décidé d'y aller à l'essentiel. L'essentiel, pour moi, je pense, c'est les légumes africains, là où je suis dans ma carrière, au fond. Donc, je me dis, je vais faire moins de brocolis, carottes, tout ça, puis faire plus de légumes africains. Donc, pour la première fois, je pense que j'aurai plus de légumes africains au champ, même que de légumes d'ici. Quand même, c'est une belle... on dirait après 10 ans... un espèce de retour aux sources, finalement. C'est quand même cool. Mais aussi, on dirait... moi, j'aime tout faire, mais des fois, en voulant tout faire, on dirait que je me perds là-dedans. Oui, c'est ça. J'essaie ça. Mais à un moment donné, essayer, être efficace. Tu dilues ton énergie, ton attention. Là, je commençais à réaliser qu'il faut que je focus plus. Mais clairement, c'est ça. C'est une belle étape de la maturité entrepreneuriale aussi. Comme à un moment donné, je peux pas tout faire. C'est ça, on peut pas tout faire. Exact. Oui, c'est ça. Parce que planter, c'est une chose. Après ça, il faut s'en occuper. Exact, la récolte. Ça devient facile aussi de s'éparpiller. Nous, ça fait que 2 ans, puis déjà, là, des fois, on se rend compte qu'on est un espèce de loose cannon, là, on shoot dans toutes les directions, puis on est capable wow. Là. Mais c'est le fun quand même de découvrir de nouvelles choses. Mais à un moment donné, il faut découvrir c'est quoi sa force vraiment, puis focusser là-dessus. Là, vraiment. Je suis rendu un peu dans ma réflexion comme ça. Puis justement, mettons, qu'est-ce qui est comme niveau mise en marché? C'est quoi un peu la réception? Parce que, tu sais, mettons, nous, pour faire un parallèle, tu sais, comme clairement, on le sait que c'est une tendance qui se renverse, là, par exemple, avec les bouleversements, des fois au niveau des lignes d'approvisionnement, de la logistique, les changements climatiques. On voit que ça arrive souvent qu'on a des légumes, mettons, qui sont soit le même prix en étant bio qu'à l'épicerie, voire même moins cher. Puis même des fois, on l'a vu, mettons, nous, nos melons, le prix qu'on les avait fait l'été passé, par exemple, il y a un moment où ils étaient moins chers que les melons pas bio à l'épicerie. C'est vraiment pas vrai pour tout, par exemple. Mais... c'est quoi la réception face à ça? Parce que j'imagine, admettons, à part toi, ou sinon, j'imagine, c'est des produits d'importation, j'imagine fait à quand même plus grande échelle. Est-ce que c'est un truc qui t'est mentionné des fois par les clients ou même pas? Ils sont juste tellement contents de... Bonne question. Mais moi, avant, au début, quand j'ai commencé à faire les légumes africains, je le faisais à un prix vraiment bas parce que la clientèle que je visais, c'était ça qu'ils pouvaient payer, je pense. Puis là, à un moment donné, j'ai travaillé avec un gars en marketing. Puis le gars me faisait remarquer que le prix de mes légumes africains était plus bas que le prix des épinards. Mettons, on prenait l'épinard africain. Il me dit, Edem, ton épinard africain, tu le vends moins cher que l'épinard du Québec que tu cultives dans ton même champ. C'est un produit qui vient d'ailleurs, que tu as plus de misère à faire. Il dit, si c'est ça, arrête d'en faire d'abord. Il me l'a dit carrément, arrête d'en faire. C'est pas de le vendre plus cher que ça. Il a trouvé ça comme un clash, mais après, il me dit, il a sûrement raison. Avec là, j'ai quasiment doublé le prix 1,5 fois. En tout cas, il y a une grosse différence entre le prix que je vendais avant et le prix que lui m'a conseillé. Ça a fait que j'ai comme perdu quasiment
le peu de clients que j'avais en ce temps-là. Puis là, je me suis retourné vers lui. Hey, ton conseil n'est pas bon. Ouais. Mais je t'avais dit, tu peux abandonner au pire aussi, là, mais le faire à ce prix-là, ça donne rien. À un moment donné, il faut que tu sois rentable. Ça fait que j'ai comme tenu mon bout. Puis tranquillement, j'ai refait d'autres clients. C'était en 2020 que c'est arrivé, ça, après, avec la pandémie. J'ai eu d'autres nouveaux clients qui avaient peut-être plus les moyens d'acheter ça. C'est ça qui est dommage un peu, parce qu'on dirait que tu classifies les clients avec ça un peu, mais il y a eu d'autres sortes de clients qui sont venus, puis qui ont acheté. Puis dans les anciens, j'en ai d'autres qui sont... J'en ai qui sont revenus quand même. Ils m'ont boudé pendant 1-2 saisons peut-être, mais après, il n'y avait peut-être pas le choix non plus. Ça fait qu'ils sont revenus. Mais j'ai changé de prix, puis mon commerce n'est pas mort. On dirait, il faut l'assumer parce qu'à un moment donné, c'est ça, ça pas de sens. Il faut que le métier fasse vivre hein, quand même. C'est ça. Mais j'ai encore des gens qui me disent c'est trop cher, mais tu n'es pas obligé de l'acheter au pire. Non, c'est ça, exact. Tu le dis tout doucement, mais pas tout le temps baisser le prix vers le bas. C'est ça, puis surtout qu'à un moment donné, c'est comme, comment dire, c'est ça, ça devient toi qui payes le prix, sinon, parce que à quelque part, le prix des choses, objectivement, des fois, on peut essayer de le baisser. Tu as des systèmes de production qui permettent de faire des économies d'échelle, mais à un moment donné, c'est le prix que ça coûte. C'est ça. Fait que s'il y a quelqu'un, si tu baisses le prix, ben, forcément, il y a quelqu'un qui paye au final. Puis dans le cas des agriculteurs, c'est souvent c'est nous. Fait que, mais c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a quand même une clientèle qui, elle, est arrivée puis qui était... Ouais, j'ai une nouvelle clientèle. On dirait, avant, je me suis plus tourné vers la Rive-Sud, plus vers Montréal, une clientèle peut-être plus éduquée, qui a plus de moyens. Ça a changé un peu la donne, mais je ne veux pas non plus renvoyer les autres clients. Là. Il y en a plein que j'ai recourtisés, puis ils sont revenus par la banque. Ils ont appelé un monsieur, il était vraiment frustré parce qu'il m'achetait beaucoup d'épinards africains. Non, c'est rendu trop cher. Puis il venait plus. Mais moi, j'aimais le voir, puis parler avec. Je trouvais ça proche de le perdre. Puis 1 an après, il y a une madame qui m'appelait souvent, puis qui achetait des légumes en grosse quantité. Je trouvais ça drôle que c'est une nouvelle cliente qui achète autant. Puis à un moment donné, elle dit, mais là, j'achète, mais j'ai pas le temps de venir le chercher. Peux-tu me le livrer? Mais vu qu'elle en a pris beaucoup dans la saison, il dit, OK. Mais en allant chez elle, je vois que c'est la femme du monsieur. J'étais comme, yes! Il est revenu, peut-être qu'il était gêné un peu sur le coup. Oui, c'est ça. Puis à ce c'est lui qui commande aussi. Donc, je suis content de l'avoir revu, mais sur le coup, il était comme frustré. Je le comprends. Mais maintenant, moi aussi, je ne peux pas lui donner des légumes non plus. Non, c'est ça. Puis, des fois, c'est sûr que c'est vraiment pas possible pour tout le monde, par exemple, dans un contexte urbain, mais souvent, j'ai comme aussi la pensée de comme, il y a quelqu'un qui le fait pour toi, mais sinon, si c'est une possibilité, tu peux aussi le faire. C'est une expertise en soi que t'as. Fait que, il y a aussi cet aspect-là, des fois, je trouve, qui apporte un peu de nuance, de dire, peut-être qu'il y a certaines choses que tu peux faire pousser toi-même, le reste, tu viens les acheter. L'acheter ici, c'est ça. Trouver, c'est ça, une façon... parce que je me rappelle même moi, mettons, j'étais étudiant, plus jeune, j'avais envie d'avoir accès à des produits frais, bio, de bonne qualité qui sont bons, puis j'avais pas nécessairement les moyens, c'était difficile. Fait que moi, souvent, en tant que maraîcher, j'essaie de me repositionner et me dire comment on fait prendre les trucs le plus accessibles possible. Après ça, comme on disait, le défi est d'en vivre. Fait qu'on peut pas juste comme focuser là-dessus, mais... C'est ça, c'est vraiment un intéressant. Gros défi. C'est un gros défi, là, puis c'est un enjeu, je pense, qui doit être vrai pour plusieurs, là, on veut nourrir le monde, on pense souvent... On veut pas juste nourrir le monde riche, là. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça qu'on veut pas, mais... Mais au final, c'est cette clientèle-là qui nous... C'est ça qui vient souvent. On vive notre ferme. Ouais. Mais c'est un défi qui est quand même un enjeu qui est très actuel, tu sais. C'est ça, Mais c'est le fun de voir quand même qu'il y en a qui continuent à mettre ça dans leur priorité, tu sais. Fait que, je sais pas comment que ça se passe, mais tu sais, des fois, il y en a que chez nous, tu vois, ils prennent un truc, tu sais. C'est comme... Jamais qu'ils vont dépasser, maintenant. Ils ont un budget. Ils ont un budget, tu le sens, là. C'est ça. Ils vont prendre un truc qui vont être reconnaissants, mais tu sens que ça les travaille un peu, mais... Mais c'est vraiment pas facile. Non. C'est tough parce que vu que c'est nous, que c'est l'entreprise en soi, je pense que, puis c'est normal, on est concerné, mais j'ai l'impression qu'aussi, puis on a eu cette conversation-là déjà, mais comment dire qu'en fait, on a tendance à souvent porter ce fardeau-là un peu tout seul dans notre tête. Puis pas pour juste remettre la responsabilité aussi ailleurs, mais comme on parle de système alimentaire, ça veut pas être la personne qui produit, qui essaie d'en vivre, qui essaie de prendre soin de son lieu, qui essaie de nourrir les gens, à aussi trouver la manière en tout cas, trouver la manière seule que ça soit le plus accessible possible. Il faut que ça soit un effort concerté. Concerté de tout le monde un peu. Là. Ouais, c'est ça. Puis au-delà de ça, des fois, moi, j'ai l'impression que tout est relatif. Moi, les gens me disent...
le légume est cher, mais en même temps, ils vont s'acheter des autoneux, puis ils vont pas dealer l'auto quand ils l'achètent. Moi, je trouve qu'à un moment donné, c'est facile de dire que mon légume est cher, mais quand tu vas acheter le concessionnaire, là, tu commences pas à dealer. Là. Non, c'est ça. Tu commences pas à baisser le prix et tout ça. Moi, tu me deals, moi, ici. C'est vrai, on dirait que tout est relatif. Tout est relatif. Ils se disent qu'ils sont pas riches, mais t'es plus riche que moi. Avec un moment donné, il faut se dire les vraies choses. Là, c'est ça, puis une question de priorité, c'est ça. Si ta priorité, c'est d'avoir le téléphone à jour, la voiture neuve et de tout. pas manger de légumes, c'est choix. Tu m'as fait rappeler un souvenir, puis ça m'a vraiment, je me souviens, ça m'avait choqué de me dire, OK, les trucs sont relatifs. Je me souviens, j'étais dans un marché, puis il y a un monsieur qui était scandalé de nos prix. Une tomate, il avait pris une des grosses tomates, puis il était comme 5$ la tomate, puis il était fâché carrément. J'étais super mal. J'étais comme, man, c'est vrai, on cherche cher nos tomates. Puis moi, j'étais tout de suite en train de me remettre en question, puis sa femme, tout de suite, elle a comme. C'était un vieux couple. Elle a commencé à dire, hey, mon Jean, t'as payé une crème glacée à 6$, puis tu chasses la tomate. C'était comme, oh my god, c'est vrai, tu sais, on se fait payer une crème glacée, on questionne pas le prix, ça coûte le même prix qu'un autre truc, tu sais. On dirait être dans un domaine où les gens le mettent le plus bas possible, donc c'est comme si les prix ne doivent jamais monter, mais c'est pas vrai, tout monte autour de nous, les employés coûtent plus cher, tout coûte cher, donc on est obligé de suivre aussi. Là. Puis je sais pas si c'est vrai avec les légumes africains, mais tu sais, j'ai l'impression aussi que des fois, quand on regarde des produits tu sais, culturels tu sais, d'ailleurs, on a comme un préjugé où ça doit être pas cher. Tu sais, comme, je sais pas, on s'en va au resto chinois, puis tu sais, il faut que ça soit pas cher, parce que c'est comme notre critère. Si c'est pas cher, ça convient à ce que je m'attends, mais sinon, tu sais, on se dit, man, tu sais, je veux dire, c'est des produits, tu sais, ils vont offrir des produits de qualité. Tu sais, tout ce qui fait que c'est un produit qui doit avoir un certain prix sont là. Fait que pourquoi s'attendre à ce qu'il soit pas cher? C'est ça. On a l'impression que c'est souvent sur l'alimentation qu'on veut le plus couper. Exact. Paradoxalement, oui, parce que probablement on le fait le plus souvent, mais c'est quand même drôle, effectivement, comme perspective de dire ouais, c'est là que je coupe. Dans le fond, c'est sur ma santé que je coupe. C'est ça. Fait que... sur mon plaisir aussi, là, parce qu'à un moment donné, la bonne bouffe aussi, c'est ça d'abord et avant tout. Là, manger, c'est un plaisir. Ben oui, c'est clair. C'est le fun quand même. Au final, t'as une clientèle qui s'est bâtie qui... Oui, une clientèle africaine s'est bâtie. Puis là, c'est la clientèle québécoise aussi que j'essaie de... Ouais, c'est ça, d'aborder. En plus, c'est un défi, mais en même temps, c'est le fun. Tous les Québécois, de toute façon, à la base, sont très curieux. Donc, c'est quand même pas si compliqué, mais je pense que le défi, c'est de mon bord aussi. On dirait qu'il faut que j'assume que je fais des légumes différents, que je leur présente. Comme je me rappelle, j'ai une bonne cliente au marché de Sherbrooke. Puis ça fait 4-5 ans que je fais ce marché-là. Puis on est rendu assez proche qu'elle me dit les choses comme elle pense. Elle dit, idem-toi, là, on dirait, quand tu viens à ce marché, tu veux pas que nous, les Blancs, on achète tes légumes africains. Elle me l'a dit comme ça. Pourquoi tu me dis ça? Elle dit, mais de un, tu les caches en dessous. Ils sont pas sur la table. Là, je lui disais, mais j'ai pas assez de place. Elle dit, mais mets-en au moins sur la table. Là, je lui sors. Elle dit, c'est quoi? Là, je lui donne le nom. Ça, c'est des épinards africains. Elle dit, là, tu fais un gros sac de 1 kg. Mais moi, je connais pas ça. Je peux pas acheter un sac de 1 kg. Pourquoi tu fais pas des petits sacs pour que nous aussi, on puisse l'essayer? C'est intéressant. OK, t'as raison. Elle me faisait travailler ce jour-là. J'ai pris un sac de 1 kg. J'ai fait un sac de 300 grammes pour elle. Puis après, j'ai sorti d'autres sacs. J'ai sorti 3 sacs de 1 kg. Puis avant la fin du marché, je les ai tous vendus. En essayant d'expliquer aux gens c'est quoi. Donc, je pense qu'elle avait raison, dans le sens qu'on dirait que je fais pas l'effort. Pour moi, ils sont en bas là-bas, ils sont pour les Africains, ils sont réservés. C'est ça. Puis en haut, toi, achètes tes carottes, tes affaires. Non, mais moi aussi, je veux l'essayer, mais tu m'aides pas, tu m'en parles pas. Tu me le vends pas ton produit. J'ai dit, OK. Donc, depuis ce temps-là, je fais comme l'effort de le vendre aux clients. Puis ça sort de plus en plus. Puis comment tu t'expliquais ça? C'était-tu comme une gêne un peu? Je pense que c'est une gêne. J'en ai parlé avec d'autres producteurs africains, d'autres commerces africains. On dirait qu'on est habitué ici en Amérique de peut-être voir les commerces asiatiques connus, la bouffe asiatique qui est connue par le peuple québécois, mais on n'a pas de référence tant que c'est en bouffe africaine. Donc, on l'assume pas, on ne sait pas comment l'expliquer aux gens, on ne sait pas comment les attirer. Il faut avoir une personnalité assez forte là, pour dire « Oh, ça, c'est très bon. » Les gens ne connaissent pas. Ça veut dire que tu dis « Oh, c'est un légume africain. Mais je n'ai pas assez d'idées ou je n'ai pas assez confiance pour comme leur dire « C'est bon, là, essaye. » c'est ça. Donc, ça me manque ce talk-là, mais c'est parce qu'on ne voit pas de restaurant tant que ça non plus. On n'arrive pas à... Ben oui, tellement. Puis, tu sais, mis à part, mettons, Montréal, c'est vrai que, tu sais, je veux dire, même à Québec, il n'y en a pas tant. C'est comme... Puis après ça, tu sors des grands centres métropolitains. C'est ça. C'est ça qui fait que j'ai de la misère à en parler souvent. Là. Mais c'est cool en même temps parce que, clairement, tu sais, à travers ça, je pense que ça va contribuer aussi à ce que ça commence à arriver dans le paysage alimentaire, tu sais. Puis moi, j'ai comme hâte
de voir plus ça, tu sais, d'avoir ça dans les marchés, que ça soit comme popularisé, tu sais, en même temps. Je fais un party aussi à la ferme tous les mois d'août. Aux Afriques, nice. c'est ça où je fais comme des plats à partir des légumes africains qu'on cultive sur la ferme. Nice. Puis ça aussi, j'aime ça parce que les gens viennent, puis ils mangent nos recettes, puis ils sont contents. Puis oui. Même des fois, avoir les recettes. Mais oui, c'est ça. Exact. Là, t'as quelque chose pour faire découvrir, pour donner le goût, faire tomber en amour avec... C'est ça. Puis au printemps, je vends des plants de légumes africains aussi au marché. Puis je me rappelle, l'an passé, une madame qui a acheté des plants. Puis elle commençait à avoir des aubergines africaines avant moi. Ça avait été comme toute fière. Yes! Ah ouais, c'est ça? Et on dirait qu'elle voulait m'en montrer, là. OK. T'es rendu spécialiste là. Elle était comme toute fière, là. Mais en même temps, c'est hot, mais c'est souvent un classique. J'étais comme content de voir qu'elle réussissait son plan. Puis c'est cool. C'est ça. C'est nice. L'élève avait dépassé en tout cas. C'est ça, on dirait un peu comme ça. Là. Mais c'est intéressant. Ça fait qu'à tous les mois, durant la saison estivale, tu fais oser... Non, je le fais au mois d'août. Ah, au mois d'août, excuse-moi. Au mois d'août. OK, tu fais un événement, c'est ça. J'ai invité un artiste africain aussi. On a de la musique africaine. Ah ouais, nice. Puis depuis l'an passé, j'avais aussi une boisson, le jus d'Afrique. Le jus de bissap. Bissap, ouais. C'est ça, un jus qui est très populaire en Afrique. Donc ça aussi, je l'ai comme sorti durant ce festival-là. Puis j'en vends au marché. Trop cool. Je vous en ai même amené des... Ouais. Oh, malade. Je vous le donnerai tantôt. Ben oui, j'aimerais tellement ça. Puis on les présentera. Ben oui, j'aimerais ça, même si tu veux le présenter, mettons, un peu le jus de bissap, mettons, pour les gens qui ont aucune idée c'est quoi, à quoi ça ressemble. Ah ben oui. Veux-tu que j'aille le chercher? Je peux aller le chercher tout de suite. On fait ça? Ok, ben oui, je pense qu'on peut faire ça. Ok, cool. On va faire une petite coupure, là. That's it. Ben ouais, fait que pendant qu'il va le chercher... Nous autres, on peut continuer à jaser un petit peu, là. C'est le fun, on fait une petite interruption, mais pour une bonne cause. C'est quand même cool, je savais pas qu'ils faisaient des produits de transformés. Ben oui. C'est quand même nice. Oui, c'est vrai, c'est ça. Nous autres ici, on est un peu dans cette idée-là, tu sais, de faire le produit transformé pour... d'un, parce que ça a une bonne valeur ajoutée, puis c'est une bonne façon, tu sais, des fois de réutiliser. De faire connaître les produits. Oh, nice! Avec un branding incroyable. Ben oui, nice. C'est donc bien hot. OK, cool. Mais on va le laisser sur... Toi, t'en ouvres un? Moi, j'en ouvre un, là. Je veux goûter. Pas d'alcool dedans avec eux. Ouais, c'est ça. Je vais pas terminer un peu l'épisode les yeux fermés. Avec un beau branding, en plus. Merci. Ouais, comment ça en est venu, ça, finalement? Le jus de bissap, c'est un jus très populaire en Afrique. Je pense que ça part du Sénégal, si je ne me trompe pas. Qui est dans la côte de l'Afrique de l'Ouest. Puis moi, je viens du Togo, donc au fond, c'est un jus qui a gagné tous les pays africains. Ah ouais, OK. Et on l'appelle ici souvent aussi le jus de fleur d'hibiscus. Ah, OK, oui, c'est ça, exact. Au fond, c'est le même jus. Donc, c'est un plant qu'on fait pousser à la ferme. Ouais. Moi, je le fais pousser surtout pour les feuilles. Parce qu'on fait des sauces aussi avec les feuilles. Ah ouais, qui apporte de l'acidité. C'est ça. Donc, la fleur arrive tard en fin de saison, mais depuis quelques années, j'y pensais parce que c'est un jus qui représente beaucoup ma culture. Donc, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis, j'ai commencé le printemps passé à en faire. OK. Ouais. C'est tellement bon, là. Pour vrai, c'est super. Je ne voulais pas faire trop sucré non plus. Exact. Je voulais qu'on goûte vraiment la feuille, son acidité. Exact. Parce que ma première version était plus sucrée un peu. Ouais. Là, je me suis fié à mes clients, ce qu'ils ont dit. Donc, j'ai comme refait un peu différemment. C'est tellement bon comme jus. C'est trop rafraîchissant. Comme tu dis, il y a un punch d'acidité. C'est léger en même temps. Wow. Très nice. Bravo. Merci, les gars. Puis, c'est ça. Le jeu, en plus, c'est ça, distillerie Comont. Ça fait que tu fais ça avec Comont, finalement? Oui, c'est ça. Nice. À Bedford, là. À Bedford, c'est ça. Bedford qui... Parce que ça, moi, j'ai appris aussi, c'est ça, dans le monde des distillateurs. Mais là, c'est ça... C'est fait par des distilleries juste parce qu'ils ont la capacité dans le canage. Dans le canner, c'est ça. Okay. Parce que le faire, au fond, c'est la seule façon de le faire. Sinon, le faire en bouteille plastique, je voulais pas vraiment. Je voulais quelque chose de nice, de beau, tout ça. Donc, je voulais comme passer par très cool. Une brasserie. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est le fun de savoir que des fois, les brasseries ou les distillateurs, pour d'autres, vont encanner des trucs. Quand je me rappelle, dans les débuts de Comont, ils faisaient des prêts-à-boire, puis ils le faisaient justement dans une distillerie qu'on a chez nous, dans Charlevoix. OK. Qui chez Menot. Leurs produits, les produits de Comont, avant qu'ils mettent en place leur système, leurs infrastructures, faisaient faire leurs produits. C'est ça. De votre coin, c'est cool. Fait que c'est ça, c'est cool de savoir ça aussi pour d'autres... Ils prennent d'autres clients. Puis c'est ça, d'autres entreprises qui auraient envie peut-être de passer un produit comme ça. On peut s'associer avec des distillateurs ou microbrasseurs qui ont les l'équipement déjà, c'est ça, qui peuvent nous aider. Là. Wow. That's it. Puis ça a été vraiment... C'est toi qui a initié cette idée-là? C'est venu de quelqu'un qui t'a lancé l'idée? Moi, j'aime ça avoir des idées, mais souvent, j'en parle avec mes amis africains lors des parties. Une fois que tu te prends un coup, là, puis après, on dirait une fois que le party est fini, tu te dis, as-tu fait ça en fin de compte? Non, je ne l'ai pas fait, mais j'y pense encore. Après, on dirait que tu t'assumes, tu le fais. Puis j'ai commencé au printemps passé, je pense, autour de février-mars. Donc, j'ai été voir
une brasserie à Cowansville. Tout petit brasserie. Le monsieur fait ses petites bières, puis il en fait comme des différents chaque mois. OK. Lui, au fond, le but, pour lui, c'est d'en faire le plus possible différent. Puis il a comme un petit resto à côté. Donc, j'ai été le voir. Nice. Puis je lui ai dit mon projet. Je trouvais ça un peu spécial, mais il dit, OK, je vais t'aider. Donc, on en a fait comme une vingtaine. OK. On a fait 20 canettes vraiment le minimum. Puis là, ouais. c'était pour le marché de Pâques l'année passée à Granby. OK. Puis j'ai vendu les 20 en une heure. Ah ouais, c'est sûr. Hein? Avec là, j'ai été le revoir, puis on en a fait 600 wow. que j'ai vendus Nice. durant tout l'été. Puis Ouais. on a refait un autre 1000. Wow. Donc, bref, l'an passé, j'en ai vendu 2000. Oh, wow. Puis après, il m'a dit, mais là, Incroyable. moi, je suis tanné un peu. Là, C'est parce ma que moi- capacité. Ouais, c'est ça. c'est ta limite. C'est ça. Moi, je Ouais, vais c'est prendre ça. la place, du temps, puis lui Ouais. aussi, il faut qu'il travaille. Donc, il dit, Ouais, non. ouais. Là, je pense que je t'ai aidé à le partir maintenant. Ah ouais, vas-y. là. Trouve-toi une place Vas-y. pour en faire plus. là. Puis là, Wow. ça a fini comme ça. Ah, Puis là, t'as incroyable. trouvé comment? Oui. OK. Ouais, lui, c'est sage brasseur à Cowansville. Ouais, c'est ça. Cowansville. Donc, il m'a aidé à partir, mais là, après 2000 canettes, il dit, OK, là, moi, je suis pas fait pour la grosse canette. Ouais, c'est ça. Là, t'es rendu en grosse C'est ça, on arrête Oui. ça, là. Puis justement, j'aimerais ça qu'on en parle un peu là, en ce moment. Ben, tu sais, là, tu as le jus de bissap. C'est quoi aussi tes autres produits signature en termes de légumes? Pour les légumes, bon, c'est ça. Après d'arrêter de dire légumes, je me suis dit, j'arrête là parce que c'est du temps. Chaque Ouais. fois, commencer à savoir comment le faire, tout ça. Ben oui. Surtout un légume, je me rappelle, quand je parle de la courette potagère, ça, c'est le légume qu'on mange le plus au Togo. OK. Puis la courette potagère, ça m'a pris 3 à 4 ans pour pouvoir le faire au Québec. Parce que chaque fois, je le faisais, puis ça marchait pas. Puis Fait des et les difficultés, gens me mettaient genre. de la pression parce qu'ils voulaient vraiment juste Ah ouais. ça plus que tous les autres légumes. Puis en 2021, que j'ai réussi à en faire, à le récolter comme du monde. Wow. Puis depuis ce temps, c'est ma plus grosse production. Wow. Tous Ouais, les nice. autres ont baissé pour la courette potagère. Mais Nice. reste que je trouve des fois, c'est du temps pour savoir comment apprivoiser un légume. Donc, j'ai une petite Ben losse avec 10 légumes, là, ou même 11, je pense. Je vais arrêter d'essayer des nouveaux, puis me concentrer sur ceux-là, puis Ouais. avancer. Donc, C'est quand même Ben oui. déjà pas mal. ouais, c'est ça. Ben oui, quand même. Puis, tu sais, ça doit tellement être tough parce que, mettons, je me dis, tu sais, j'imagine qu'en même temps, là, tu dois beaucoup compter sur. Ben, surtout quand tu as commencé, tu sais, ton expérience comme en maraîchage, puis aussi des conseils de d'autres personnes autour Oui. de toi. Mais j'imagine qu'il ne devait pas tant avoir, tu sais, d'ouvrages de référence. Non, ou, tu ça, sais, c'est de- un gros problème que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Chaque fois que tu lis là-dessus, c'est en Afrique ou des fois en Europe, en France. Ouais. Mais encore là, la France, il y a une grosse différence Ben de oui, température, donc tu ne peux ben pas oui. te fier forcément à ça. Mais Ouais. comme une référence nord-américaine, donc C'est québécoise, ça. il n'y en a pas. Donc, Ah non, souvent, c'est ça, c'est clair. Hein? Ouais. J'imagine. Il y en avait-tu peut-être un peu pour le gumbo, justement, plus dans le sud Le des gombo, États-unis? oui. genre, Ontario, Ontario, ah, ben oui, aussi, ok, en font aussi. beaucoup Ouais. aux États-Unis. Ouais. Mais en même temps, le gombo, avec les années, c'est rendu l'une de mes productions les moins gros parce Ouais. que c'est quand même très long à faire pousser. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, les autres, c'est vraiment des essais-erreurs. Le Ouais. conseil de tout le monde autour de Nice. 2 mois là, pour arriver à Nice. maximiser ça. Là. Puis, mis à part le jus de bissap, toi, as-tu d'autres C'est projets ça. de transformation aussi? Là, de- pour l'instant, je fais la sauce d'épinards africain. Ah ouais. La sauce d'épinards africain, ça, c'est un repas vraiment de base, typiquement togolais. Donc, Nice. ça, c'est un des premiers que j'ai fait en pot. Hmm. Puis ça fait 2 ans que j'en vends au marché. Puis je l'ai fait comme une couple d'années aussi durant mon festival Oser Afrique. Donc les gens ont Ouais. pu le manger souvent. Donc j'ai déjà habitué à ça. Nice. Puis, Nice. ça fait 2 ans qu'on le fait en pot. Wow. Puis l'an passé au marché de Noël, j'en ai manqué. Ah ouais? J'en ai manqué. J'avais comme 200 pots. Puis à un moment donné, Wow, ça a il en parti. manquait, là. c'est ça. Donc ça, je Nice. vais en faire plus. Je fais comme du okra, du gombo mariné aussi. Ah ouais. Il Ouh. sort bien. Mais le gombo, Ouais. c'est parce que j'en produis, mais c'est long à produire. Puis Ouais. je le vends tellement frais qu'il m'en reste plus pour faire la production. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Ah ouais, c'est clair. Donc, c'est ça. Non, t'as déjà écoulé quasiment tout Ouais, ton stock. Là, c'est ça ouais. qui arrive. Donc, j'en fais des pots, mais pas tant que ça. J'ai essayé du sambal au lait l'an passé aussi. Ah ouais, Ah ok, ouais, nice. Piment sambal au lait. Ouais. Ça, on dirait que c'est mon piment préféré. Là. Je le mets dans Ah toutes ouais. les sauces chez nous. Ben oui. J'adore. Ben oui. Je suis Ah, un nice. grand consommateur de ça moi-même. Crime. Puis ça, je l'ai fait pour Noël passé. Puis c'est Ouais. bien sorti aussi. Ah ouais, Donc, nice. c'est un que je vais refaire. Mais puis là, la nouveauté de la saison, ça va être une sauce d'arachide à l'oseille. Ouh. Ouais, c'est une sauce Ah ouais. d'arachide Avec l'oseille, avec avec ça l'oseille. pour aller chercher De l'acidité, c'est ça. le Donc, ça, c'est côté vraiment- riche de je travaille l'arachide là-dessus, aussi. puis ça, Oh. je dois l'avoir au mois de juin, juillet. Là. Ah ouais, Ouais. nice. Ça va être ma nouvelle Incroyable. production, Hey, c'est ça. C'est une bonne idée, ça, arracher des ailes. Wow, C'est ça va ça. être bon, ben oui. Mais c'est pas avoir su. En tout cas, nous, on est partis. Petite tranche de vie, là, on est parti de Charlevoix, puis ça, c'est un peu un classique. Là. On était comme, ah ouais, on va apporter plein de produits, on va apporter des trucs aux amis, à la famille. Puis finalement, on n'a rien apporté. Mais bref, je disais ça parce que j'aurais aimé ça t'apporter. On fait de la sambal aussi. Ok, Fait ok. que j'aurais aimé ça t'en apporter. ben oui, j'aurais aimé pour ça. que tu puisses Ouais, on a l'apporter eu, chez vous, mais sinon, on pourrait peut-être t'en envoyer par la poste. En tout Ben cas, oui. on pourrait regarder. Ça serait le fun. Ouais, Merci nice. d'avance. Ben, ça fait plaisir. Mais cool. Ben justement. Je Ouais, voulais vas-y. juste revenir un peu parce que, tu sais, pour nous, c'est quand même
un gros défi aussi, tu sais, au niveau de la ferme, de trouver du temps, mettons, pour la transfo, entretenir les lieux aussi. Je sais pas, tu fais affaire avec une cuisine de transformation ou tu as établi moi, j'ai ça? réussi ça. Mais j'ai essayé pendant 2 ans, puis j'ai réalisé que c'est pas ma force. J'aime cuisiner, mais cuisiner puis être répétable. Oui, c'est un défi. J'ai réalisé que tu peux pas avoir la même version tout le temps. Sans que ça change selon tes humeurs, là, c'est pas évident. Ça fait que j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Puis ça prend aussi une cuisine MAPAC ça, c'est un autre défi. Donc, moi, au fond, je sous-traite. Au fond, j'ai trouvé des concurrents à un marché à Sherbrooke, puis c'est des madames qui faisaient de la bonne transformation, puis les gens allaient tout le temps les voir. Puis j'ai été les voir. Est-ce que vous pouvez travailler pour moi? Au début, c'était comme si je faisais comme de l'espionnage. Et non, je suis vraiment sérieux, là, parce que je trouve que vous avez des beaux produits léchés, tout ça, c'est beau. Puis moi, je veux en faire, mais je suis pas bon. Il n'y a pas le temps, tout ça. Je dois louer comme une cuisine pour le faire, puis après, c'est pas rentable. Ben oui, c'est ça. J'ai été les voir il y a 2 ans, puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment... Ah oui, mais c'est tellement une bonne idée, en plus, c'est de pouvoir miser sur du monde qui le font déjà, qui ont les installations. Qui sont bons là-dedans, pourquoi, c'est ça. Parce que aussi, avant, ce que j'avais comme problème, c'est que quand le légume est prêt, il faut le faire. Mais pendant qu'il faut le faire, moi, il y a d'autres choses. C'est ça. J'allais souvent en transfo, puis j'avais comme pas les légumes au point où je voulais. Alors que maintenant, une fois que les légumes sont prêts, je l'envoie sans stress, puis eux, ils le font très vite. Ça reste toujours quand même si tu sous-traites, ça reste économiquement intéressant. Oui, c'est ça. C'est sûr que le profit aurait peut-être été meilleur si je le fais moi-même, mais en même temps, je pense que j'ai pas le temps pour gérer ce casse-tête-là. En plus du champ, donc pour moi, je pense que c'est mieux de le faire, demander partir de là. C'est quand même intéressant. C'est quoi la relation, mettons, avec eux? Est-ce que quand tu as une nouvelle idée de recette, c'est quoi, tu leur présentes un peu? Eux, est-ce qu'ils te présentent? Mais au début, quand j'ai commencé, moi, je voulais encore faire des affaires d'ici. J'étais pas encore assez confiant. C'est avec qu'il me dit non, nous, on a nos recettes qu'on fait déjà, donc tu ne joueras pas dans ça. On va pas faire des produits pour toi et pour nous. Là. On va au même marché, on va être. Ça marche pas. Il dit on touche pas à la betterave marinée et tout ça. Donc, j'étais comme obligé de faire mes affaires africaines. Ça m'a comme poussé à OK. Donc, on va faire vraiment mes affaires à moi. Moi, je leur ramène la recette que j'ai. Puis eux, avec leur expertise québécoise, puis la clientèle, elles sont vraiment directes. Elles me disent non, ça, tu fais ça de même, l'autre personne va l'acheter. Elle est vraiment directe. Non, ça, c'est pas mangeable. Avec elle, non, mais c'est mangeable. Non, fais-les comme ça, ajoute-les un peu comme ça. Ils vont l'adapter un peu. Donc, c'est ça. Ils me donnent des petits conseils que des fois je suis, des fois je suis pas, mais souvent elles ont raison. Je modifie quand même, ils me disent, puis après on a une recette établie, puis au fond, au début, on l'essaye, mais des fois, on peut le réajuster. Mais après 2-3 fois, on sait c'est quoi. Puis là, c'est là qu'on commence à produire plus en grosse quantité. C'est ça. Parce qu'eux aussi, j'imagine, ils arrivent à trouver puis à t'accompagner dans la méthode pour, je trouve pas l'équivalent français, là, mais scale up un peu. C'est ça. C'est ça. Mais m'aider à vraiment trouver la recette, la façon qui va attirer plus le monde, ou ce que les clients aussi disent comme retour. Là. Puis une fois qu'on a la bonne formule, alors... tu peux commencer à y aller à c'est ça. C'est sûr qu'au début, j'en parlais avec des amis qui m'ont dit mais pourquoi tu fais ça? Ils vont peut-être voler ta recette. Il n'y a pas de recette à voler. Là. Je veux dire, c'est une coopération, ils m'aident. J'ai pas de contrôle sur ce côté-là. Là. Je veux dire, moi, je préfère faire confiance aux gens avec qui je travaille. Puis, moi, des fois, en plus, j'ai l'impression on a, à cause un peu des volets, je pense, entrepreneurial ou de l'industrie du commerce, qui est comme plus, justement, tu dois breveter tes trucs. Mais tu sais, surtout en plus dans une spécialisation, ce que tu veux comme populariser quelque chose, agrandir la niche, souvent, quelqu'un d'autre qui en fait, c'est rarement une compétition directe, là, à moins qu'ils viennent sur le même marché que toi pour pouvoir... ou qui finalement, ils passent en arrière de toi pour vendre dans l'épicerie que tu allais vendre. Mais en général, j'ai l'impression que ça contribue plutôt à ce que le marché grandisse, puis qu'il y en ait plus qui le font, puis qu'il y en ait plus qui en achètent. C'est ça, puis en fin de compte, c'est bon pour tout le monde. C'est ça, tu sais. C'est vrai. Tantôt, justement, tu l'abordais, tu comment, tu sais, il n'y a pas vraiment d'ouvrage de référence pour ces légumes-là, tu sais, en Amérique du Nord. Mais justement, j'imagine que tu as été suivi quand même par des agronomes qui t'ont accompagné dans tes démarches et tout. Oui. Ça ressemblait à quoi? Genre, est-ce que pour vrai, en général, ils savaient comme juste pas trop quoi ils donnaient? Ils pouvaient donner des conseils comme général ou c'est ça? Je me rappelle au début, mon agronome ne voulait pas me suivre. Il disait, mais non, pourquoi tu veux faire ça? Là? Il essayait de me dire, j'ai un tel tomate d'abord, là, puis non, ça m'intéresse plus la tomate, arrête. Des carottes. C'est ça. Ça fait que, donc, je te dirais, à un moment donné, je me suis dit, bon, moi, je veux faire des affaires différentes, je le fais, puis, de toute façon, ça fait partie de sa job quand il vient d'analyser tout ce qu'il y a sur le champ. Donc, je lui ai comme forcé la main un peu, puis au début, il dit, OK, c'est tel bibite, là, je sais pas c'est quoi. D'abord, on dirait qu'elle voulait savoir le nom du plant, puis je lui donnais, puis après, elle allait chercher. Mais souvent, ce qui arrive aussi, les légumes africains, il n'y a pas de nom
la classification est comme... Ouais, difficile parce que, mettons, moi, je parle de l'épinard africain, par exemple. C'est un des légumes que je produis le plus. On l'appelle Otogogboma. OK. Mais on peut l'appeler ailleurs de notre nom. Donc, il y a comme tellement de noms différents dans tous les pays africains qu'à un moment donné, on se dit qu'on choisit un nom arbitraire. On l'appelle épinard africain, mais c'est pas la même famille que l'épinard. Ah non, c'est ça. Ici, c'est plus dans la famille des aubergines. Ah ouais, OK. Donc, des fois, je parle avec d'autres collègues producteurs qui me disent non, épinard africain, c'est pas bon. Mais moi, je l'appelle comme ça. Tu l'appelles comme tu veux. Je sais pas. Parce que moi, au Togo, on l'appelle épinard africain, mais lui, il me dit chez moi, on l'appelle feuille d'aubergine. Mais moi, je connais pas ce nom-là. Puis je suis habitué à l'appeler épinard africain en français. Je vais le continuer. Donc, c'est comme. Des fois, les noms sont même pas pareils. Donc, pour guider comme mon agronome, pour savoir comment rechercher, c'était dur. Donc, elle y allait vraiment au cas par cas. Elle venait au champ, elle voyait que mon épinard était attaqué par tel légume, par telle bibite. Elle dit, ça, je pense que c'était l'affaire. Donc, on dirait. C'est ça. Donc, on essaie de se défendre l'année prochaine contre telle bibite, de telle façon. Puis, donc, fait que t'aidais quand même à ce qu'elle-même puisse se bâtir un genre de lexique, justement, puis de compréhension. C'est ça. Puis, mais est-ce que c'est aussi, ça se peut-tu, parce que, mettons, je me dis, est-ce que c'est qu'il y a même on pourrait dire comme un manque de classification, admettons, même au niveau comme botanique en soi, tu sais, ou juste qui est comme moins accessible ici? Moi, selon moi, ça va être classé quand même. Je parlerai avec un agronome aguerri africain, là, je suis sûr que je trouverais les noms. Peut-être que je me suis juste pas rendu là. Mais c'est ça. Mais on dirait que quand tu lis selon chaque pays, selon les recherches de tel pays, la personne va l'appeler comme on l'appelle là-bas, puis tout ça. Mais si je fuirais comme faux, je pourrais trouver, mettons, un nom scientifique, c'est sûr. Ouais, c'est ça, une racine. Mais comme tu dis clairement que, puis tu sais, même nous, on a des exemples de avec certains types de légumes, il y a une appropriation au niveau de la culture qui se passe qui fait que comme on va l'appeler différemment dans un coin ou dans un autre. Mais c'est ça. C'est tous les noms qui se valent là. Puis est-ce que cet agronome te suit toujours aujourd'hui? Oui. Ouais, OK. Nice. Elle n'a pas abandonné la mission. Non, là, je pense qu'elle est habituée. Là. Ouais, c'est ça maintenant. Elle connaît, la dynamique. Nice. Ben, c'est ça qui est intéressant aussi, finalement. C'est une femme, c'est ton agronome? Oui. C'est ça. Elle est en train de se développer aussi une expertise en ça grâce à toi. Oui. Puis je veux dire, de ce que j'ai compris, je me rappelle plus c'est quoi le nom d'une autre ferme. Il y a une ferme dans le coin de Québec, justement, là, qui est en train de développer les légumes africains aussi. J'en connais un à Montréal, Amidou Horticulture. Amidou, ben oui. Oui, Amidou, un grand chum. Moi, j'ai travaillé, pas avec lui directement, mais il partait ses semis au Cercle Grand Potager, un bout là, dans Verdun. Puis moi, je travaillais pour un organisme Provert, puis quand on se côtoyait, il était vraiment. Je connais le plus gros du coin du tas de légumes africains, là, je lève mon chapeau tout le temps, c'est Paterne Mirindi. Il est à Trois-Rivières. Paterne, son champ est vraiment, vraiment grand. Ah ouais, OK, nice. Il fait juste des légumes africains. Il en vend même des fois en Ontario, dans une province, dans l'Ouest complètement, là, il en fait vraiment du volume. C'est incroyable, tellement nice. Est-ce que vous parlez un peu justement? Oui, on a créé un groupe. On a créé un groupe de producteurs africains. On est comme moi, Amidou, Paterne, on est 3. On essaie de trouver d'autres pour se rejoindre à nous autres. Là. Mais on est les 3 surtout, mais il y avait Jean-Philippe Vézina aussi. Il fait plus les cultures, plus genre des Caraïbes. Il est haïtien d'origine, donc il fait plus de légumes des Caraïbes. Mais des fois, nos légumes finissent pas se rejoindre quelque part. Donc c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Mais à Québec, là... C'était Caraïbes, tu me dis ça, puis je me rappelle que c'était Caraïbes, finalement. Là, je le trouve plus. À Québec, je connais personne, mais je sais que de plus en plus, il y en a. Ces dernières années, là, il y a une bonne relève qui s'en vient. Là. Fait que c'est cool quand même si vous soyez comme regroupés en même temps là-dedans, partager des connaissances. Justement, c'était-tu très ouvert, justement, comme par désir que les connaissances... oui, au début, c'est sûr qu'on a tout le temps une crainte au fond de nous. En fait, quand tu vois qu'on a les mêmes problèmes. C'est ça. Non, ça te fait une genre de gagne, d'amitié, tout ça, dont on se parle des défis qu'on a, puis au fond, nos points forts, ce qu'on fait que ça marche. Puis aussi, il faut avouer que les pays africains, comment ça fonctionne, chacun a des légumes différents, donc chacun fait ce qui est plus commun dans son coin. Avec les années, ça, moi, j'ai réalisé. Moi, je fais des légumes qu'on mange en Afrique de l'Ouest, là, du Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal. Alors que Paterne, à Trois-Rivières, fait plus des légumes du Congo, comme plus de l'Afrique centrale. Donc, puis moi, des fois, j'essaie de jouer dans sa plate-bande, puis ça marche pas. J'essaie de faire des légumes congolais, puis on dirait les gens, non, ils ont Paterne comme référence, c'est lui qui achète, donc on dirait je me refocalise sur mes choses-là. C'est pas trop jouer dans les... Ouais, c'est ça. On dirait ils se connaissent leur maraîcher de leur coin, qui va savoir vraiment de quoi ils parlent. C'est ça. Souvent, ça marche comme ça. Mais c'est cool. En même temps, ça vient comme réorienter vraiment sur le terroir que tu connais aussi. Oui, puis, c'est ça. C'est cool. C'est ça. Puis justement... vas-y. Non, j'allais juste demander, en fait, c'est ça me fait réfléchir à
Parce que tu me dis que tu as une mise en marché à Sherbrooke. Oui. Tu viens aussi... À Montréal. À Montréal. Puis Brossard aussi. Puis Brossard aussi. Ouais. Fait que tu voyages quand même pas mal pour... Je voulais faire plus, mais à un moment donné, il y a pas plus de venues dans la semaine. Ouais, non, c'est ça, c'est clair. Là. Puis à partir de ces points-là, tu sais environ à quel point, justement, ta clientèle voyage pour venir te voir? Parce que je trouve ça intéressant. Je me dis, OK, là, tu couvres quand même un certain bon territoire. Puis là, si le monde sont prêts à venir se déplacer aussi pour venir te voir, ben tu sais, tu... Ouais. Le plus loin que j'ai vendu, c'est à Gatineau, Ottawa. Ah ouais? Ouais. Okay. Ma cousine vit à Gatineau, donc elle essaie de me développer un marché là-bas, mais c'est loin. Ça fait que je ne pas tout le temps venir. Donc, j'y vais une fois l'été. Okay. Après, le plus loin, c'est Québec. Okay. Québec, j'ai une bonne communauté togolaise là-bas qui m'achètent souvent. Ils sont venus il y a 3 ans la première fois, puis après, ils disent non, on ne peut pas venir tout le temps. Non, c'est à toi de venir. Donc, eux, j'essaie de trouver un livreur qui va livrer comme... Non, parce que j'ai livré 3 fois à Québec. Sinon, je te dirais, c'est plus de Sherbrooke à Montréal, en passant par la Rive-Sud, là, c'est surtout dans mon coin là, que c'est ça. Qui est plus facile aussi à couvrir en même temps, même logistique. C'est ça. C'est clair. Sinon, ça commence à être long un peu. Ben oui. Puis c'est quand même intéressant. Toi, tu fais aussi des événements à la ferme? As-tu comme un genre de kiosque aussi? Non, j'ai pas de kiosque à la ferme parce que... Mais les gens peuvent commander et venir chercher à la ferme. Ça, c'est différent. Mais un kiosque à la ferme, je pense que je mettrais passant. Puis des fois, je trouve que c'est... Faut le dire, là, c'est pas une perte de temps, mais les gens viennent, puis ça parle longtemps. Oui, c'est ça. Ils parlent de leur expérience de jardin. C'est comme si, je disais, au moins, imagine que c'est comme je rentre dans ton bureau, puis je te prends toute la journée, mais moi aussi, j'ai des affaires pour la journée. Là, je peux pas tout le temps. C'est ça, on aime ça discuter, mais au final, c'est ça. Je gagne pas grand-chose. Ça fait que, avant, je faisais gros ça, puis à cette heure, je vends plus à la ferme parce que je trouve que c'est du temps que tu mets alors que tu as trop de choses à faire dans le jour. Ouais, tellement. Un moment donné, il faut choisir. C'est souvent des belles discussions, mais qui... C'est ça. Puis aussi, on dirait, j'aime ça voir le client, puis lui dire vraiment ce que je pense, puis parler de légumes. Mais comme au marché, je le fais, puis quand j'ai du temps, là, je peux parler 15 minutes avec le client. J'aime ça, mais j'aime pas quand les gens viennent, puis je les bullshit ou je suis pressé. On dirait après, je me sens mal. Du temps qu'à ça, je préfère qu'ils viennent pas, parce que quand je suis pressé, puis tu viens, je peux pas avoir le temps pour toi, puis après, je n'ai pas bien accueilli, mais en même temps, tu faisais de quoi quand tu es arrivé? C'est ça. Puis de pas être disponible non plus, même mentalement, la personne te parle, puis t'es comme, OK, ouais, c'est ça, j'ai ça. Ça fait que je préfère les voir au marché où je suis là pour ça, puis on peut parler. Mais quand je suis à la ferme, je cours, puis toi, tu viens, là. Puis même avec Oser l'Afrique, où que là, les gens viennent chez vous, là, tu as le temps, c'est le moment pour. C'est vraiment fait pour ça. On fait une visite de ferme, puis je leur montre ça. J'adore ça, mais à un moment donné, peut être tout le temps juste au client non plus. Oui, c'est ça. Ouais, c'est clair. C'est ça. Nice. Puis moi, j'aimerais ça revenir même sur la partie aussi de comme l'expertise que tu as bâtie. Pour savoir, est-ce que justement, est-ce que c'est quelque chose que peut-être toi t'envisagerais un moment donné, peut-être de faire formation ou même peut-être concerter avec Amidou, puis l'autre c'est Pattern. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose des fois que vous avez jasé ou que toi au moins tu penses? Personnellement, c'est pas mon dada. Non. Non, c'est pas mon genre, tant que ça, je pense. Là, je peux en parler avec des jeunes ou d'autres personnes, puis discuter avec des collègues, mais de là à écrire une formation, je sais pas. Je suis pas rendu là. Peut-être un jour. Faut que j'aille dans la vie, mais c'est pas mon... J'ai lancé le c'est ça. C'est pas mon style tant que ça, je pense. Je comprends. Surtout si... Ben, tu sais, c'est ça. Quand t'es dans les champs, là, ça demande tellement déjà beaucoup de temps et de travail. Comme je disais, en plus, là, tu es en train de réduire pour mieux te concentrer sur ta spécialité. Puis aussi, on dirait, personnellement, je trouve que la culture, c'est un bouffe-temps énorme. Là, que moi, même, je suis rendu dans une phase où je veux comme... Peut-être prendre un peu de recul. Puis, des fois, les collègues m'appellent l'hiver, puis je réveille toujours tous les appels comme vraiment plus tard. On dirait, je veux pas en faire moins, mais je veux l'hiver me ressourcer ailleurs. Oui, c'est ça. Que de continuer tout le temps quand même dans le rythme. C'est comme, pour que je continue dans ce domaine-là, il faut que j'ai du recul. Parce que c'est comme là, j'étais parti chez moi au Togo pendant 3 semaines. C'est la première fois, je pense que tu disais que tu apportais aussi tes enfants. Ben oui, c'est ça. Ça les a fait de même temps, me ressources, plus d'aller à une formation encore. Là. On dirait, je dis pas que j'en connais trop, là, mais ce que je connais, c'est déjà assez pour faire ce que je veux faire. Je pense que je veux plus aller voir d'autres choses, m'inspirer autrement que de tout le temps juste focuser sur la culture tout le temps. Clairement que c'est sage aussi à un moment donné. Je pense que d'avoir, non seulement c'est essentiel d'avoir du recul, mais des fois de réexplorer d'autres passions, d'autres trucs. C'est ça. Au final, ça fait juste que l'équilibre peut être plus sain après. J'en ai besoin vraiment. Ça fait que c'est ça. c'est ça. C'est des voyages qui font du bien. Là. Ta blonde ou ta femme, je sais pas, est-ce qu'elle est dans le domaine aussi? Pas du tout. Non, c'est ça. C'est une ancienne cliente du panier bio. Ah ouais!
c'est ça. OK. C'est connu J'aime comme ton ça. style. C'est ça. On va pas dans le domaine, mais ça l'intéresse pareil. Là. Il m'aidait une fois de temps en temps. On faisait même des marchés avant au début. Ah ouais, cool. Mais non, maintenant, elle est vraiment dans ses affaires à elle. Ok, Souvent, elle est opticienne, c'est à cause d'elle que j'ai des belles lunettes. Ah ouais. Nice, cool. Bien joué. Nice. Ok, ouais, c'est ça, je comprends. Ben, parce que des fois, je me demande, t'as 2 enfants, tu disais? 3 filles. 3 filles? Ouais, Ah, c'est 3 ça. filles, ah, nice. Ouais. Parce que, ouais, c'est ça, tu sais, comme nous, jeunes, entreprises, là, tu sais, avec ma blonde, des fois, on se demande, tu sais, on se pose la question familiale, tu sais, comment intégrer ça sur nos fermes, là, tu sais, si on veut, l'idée d'avoir des enfants. Ouais. Puis, ta blonde à l'extérieur, elle a réussi quand même, j'imagine, à bien supporter. Ben, je veux rien assumer, mais tu sais, c'est difficile, là, comme économiquement, là, comme métier. J'ai l'impression qu'on peut bien en vivre, mais c'est, tu sais, de... Comment ça s'est passé, en fait, de ton côté? Ouais, mais on dirait, moi, je suis pas un bon exemple pour ça. Ah ouais? Déjà, mes enfants, je les ai eus d'une autre relation. Donc, moi, je me suis séparé, puis je voulais suivre mon rêve, puis j'ai parti ma ferme. J'ai rencontré ma blonde après. Donc, mes enfants ont comme grandi sur la ferme, mais en même temps partagé, en voyant vraiment 2 vies différentes, une avec maman, ou c'est d'autres choses avec papa, ou c'est la ferme tout le temps, mais c'est ça pareil. J'étais comme obligé à ça. Je me rappelle tout jeune, ma plus vieille, elle m'a donné ce matin, elle disait, non, moi, je vais pas au champ aujourd'hui. Je dis, ma grande, désolée, mais tu y vas. T'as pas le choix, désolée, mais c'est ça ma job. Puis, t'as 5 ans, je ne veux pas te laisser à la maison. Donc, mes enfants ont été obligés un peu à cette vie. Puis à cette heure, elles s'en foutent complètement. Là. Elles sont dans la phase où elles ne veulent plus rien savoir de la ferme. Puis ça aussi, je l'assume parce que je me dis, c'est mon rêve, c'est pas leur rêve. Donc moi, je trouve ça beau, les fermes où tout le monde participe, là, mais moi, chez moi, je suis le seul qui y va parce que les autres, c'est pas leur... c'est pas... Non, vraiment pas, c'est moi. C'est quand même une réalité, je pense qu'on a vu, entendu aussi, tu sais, de nos amis, de monde qu'on a croisé, que, tu sais, il y a un moment où peu importe que ça soit à l'adolescence ou non, tu sais, l'enfant, un moment donné, des fois, il est comme... Ouais, c'est ça. Moi, non, finalement, c'est chill. Je me tiens un peu loin de ça. C'est ça. En même temps, on sait jamais de quoi la vie est faite. Des fois, il y a comme des ça peut revenir. Ouais, c'est ça. Comme ma plus vieille me rappelle, la première fois qu'elle a travaillé pour moi, il y a 2-3 ans. Un soir, on est revenu, puis elle m'a regardé sérieusement. Elle dit, papa, c'est quoi t'aimes dans ça? Je voyais dans ses yeux qu'elle était sérieuse. Comme, hey. J'étais pas content de la question, mais c'est ça. Alors que j'ai vu qu'elle ferait jamais ça. Elle m'a dit, c'est quoi t'aimes dans ça? Être à 4 pattes? Non. Non, c'est ça. Je vois que ça ne les intéresse pas. Ma blonde, elle, ça l'intéresse. Elle va venir m'aider, elle va m'écouter. Mais en même temps, je trouve ça correct qu'on ait 2 jobs complètement différents, puis chacun s'épanouit dans son domaine. Puis c'est bon. C'est clair qu'on soit ensemble. En même temps, les fermes où tout le monde est là, je trouve que ça avance plus vite peut-être quand le couple est là, mais je pense qu'il y a plusieurs formes. Puis, oui, c'est ça, exact. Un modèle différent. Exact. C'est ça. Puis, tu sais, j'imagine qu'il y a des bons, du moins bons aussi. Tu sais, des fois, l'ultra-proximité, tu sais, que le lieu de travail se transfère au lieu de maison. Ça apporte des fois d'autres défis aussi. J'imagine, c'est ça. Chaque modèle se vaut. C'est ça. Ouais, clairement. Puis j'aimerais ça, écoute, ça passe vite, 1 heure. On arrive déjà progressivement à la fin de notre épisode. J'aimerais ça parce qu'on n'en a pas tant parlé encore à date, mais justement, on a comme vite venu à parler de la création du Jardin d'Éden, mais j'aimerais ça savoir un peu c'est quoi ton parcours, toi aussi, en tant que tel, avant que tu démarres le Jardin d'Éden. Tu sais, justement, avant que tu travaillais pas là-dedans. C'est ça. Moi, je suis arrivé au Québec en 2002. Ouais. J'ai eu une bourse d'études pour venir au Québec étudier pour devenir technicien en électronique. Ouais. Donc, une fois que mes études sont faites, moi, j'ai commencé à travailler dans une usine dans ma région. J'avais une belle vie. Tout allait bien. C'est juste qu'après, puis là, même après 5 ans là-bas, j'ai commencé un bac pour devenir ingénieur. Que l'usine payait en plus. Donc, j'étais très chanceux, tout ça. Ouais. Puis là, j'ai eu comme un écœurantite un peu. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je me suis remis en question dans le sens que je trouvais que ce que je faisais, c'était beau. Il y avait un bon salaire. C'était le rêve américain que je vivais. Oui, ça marchait, mais au-delà de ça, je me sentais pas à ma place ou en train de me réaliser. Je pense que je suis un éternel rêveur, puis je vais le rester. Là. Moi, je suis un gars qui rêve. J'ai l'impression que j'étais comme enfermé dans une boîte où je pouvais plus beaucoup rêver. Puis je voyais mes collègues plus vieux. Puis on dirait, je me voyais déjà c'est quoi je serais dans 15-20 ans. Pendant les pauses, ça parle de réel, de placement. Puis, moi, je rêvais. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire un jardin chez nous. Puis je trouvais que j'aimais plus ma fin de journée dans le jardin. Toute ma journée au travail. J'aimais bien ma paye, mais j'adorais mon jardin. Donc on dirait pour moi, c'était devenu une évidence qu'il fallait que je fasse de quoi. Puis là, c'est là que j'ai commencé tranquillement à penser à autre chose. J'ai travaillé sur une ferme à Farnham, la ferme des 300 sons. C'est là que j'ai eu le coup de cœur, vraiment. C'est des gens vraiment joviales. Ils ont la main sur le cœur, tout le temps prêts à t'aider. Puis je voyais leur vie, puis je me disais, il me semble que c'est ça que je veux. Là. Puis tranquillement, le move s'est fait, puis... Nice. Puis c'est ça.
Wow. Ouais. Ça a été quand même un beau, une belle réalisation aussi là, d'avoir fait cette transition-là. Puis comment tu te sens justement vis-à-vis du genre Edem qui a commencé, puis le Edem maintenant, pratiquement 10 ans plus tard? Ouais, c'est ça. Non, Plus cerné. Ouais, mais on dirait, je pourrais te dire, je suis content de mon choix, j'aime ça, mais des fois, je dois quand même, comme cet hiver, quand j'étais rentré au Togo, j'ai vu ma mère, j'ai dit, maman, je pense que je te comprends maintenant. On dirait, quand j'ai fait ce choix-là, d'avoir l'affaire, mes parents étaient comme, mais non, fais pas ça. Tout le monde ici veut partir pour aller en Occident. Tu aller dans une usine connue mondialement. Tu scrapes ta vie avec ça. Mes parents m'ont donné tellement de conseils, puis j'ai dit non. C'est mon rêve, c'est ma vie, tout ça. Puis j'ai dit, 10 ans après, je suis passé à travers des moments quand même durs à faire. Là. Puis j'avoue que je comprends qu'en tant que parent, ce que tu veux pour ton enfant, c'est qu'il soit safe, qu'il soit dans un bon milieu. Puis là, je me la suis compliqué des fois, la vie, je trouve. Ben oui, c'est clair. Mais en même temps, c'est mon histoire. Je pense que je n'aurais pas réalisé ce rêve-là. Je me demanderais tout le temps, c'est quoi ça aurait donné. Donc, je suis content de l'avoir fait. Mais des fois, je vois des anciens collègues, là, je vois où ils sont rendus après 10 ans, où je suis rendu financièrement. Puis je me dis, mais en même temps, c'est mon... C'est que je l'assume. Donc, je trouve que c'est un bon choix, mais avant, j'avais un discours plus fonceur, comme il faut vivre ses rêves. Puis là, mes enfants sont rendus, ma plus vieille va avoir 16 ans. Elle a fait des choix de carrière, puis je me surprends à parler comme mes parents, en lui disant, fais un choix safe économiquement. C'est ça la vie, pareil. C'est l'argent qui nous aide à vivre. Là, j'ai commencé à comprendre pourquoi mes parents me disaient ça, mais en même temps, si c'était à refaire, je pense que je le referais. Là. Je le referais, c'est sûr, mais je comprends que c'est pas... Si c'est rêve, c'est un coût, c'est un prix à il faut être prêt à le payer. Ben oui, c'est ça. Puis je trouve ça bien aussi que tu en parles parce que tu sais clairement que au final le rêve évolue puis comme tu dis après ça tu as des coups durs, tu as des moments de remise en question aussi. Ça. Après ça, c'est comme important des fois juste de le savoir au moins, d'en être conscient. T'sais. Puis clairement qu'en même temps, je me dis, des fois, peu importe tout ce que la vie nous amène, les choix qu'on a faits sont les nôtres, nous ont construit quand même en tant qu'individus. C'est important. C'est important. Puis tout dans le domaine agricole, il faut en parler aussi. Comme j'étais à un marché l'autre fois, marché de semences, puis j'avais d'autres collègues maraîchers qui étaient un peu en biais, puis on dirait des fois, tu vois d'autres maraîchers, puis tu as l'impression que ça va tellement bien, que c'est toi qui as de la misère, c'est toi qui n'es pas bon. Puis, puis là, à un moment donné, le gars est venu me voir, puis on a commencé à jaser, puis à la fin, on s'est fait quasiment un câlin. On s'est fait un câlin au fond. Puis ça m'a fait du bien de parler parce qu'on dirait des fois, avec nos petits problèmes, on croit qu'on n'est pas bon, on réussit pas. Mais j'ai parlé avec, puis on a les mêmes problèmes. Les saisons, des fois, scrap, pas d'argent, mais on essaie. Puis, au fond, ça fait du bien de voir que on se débrouille tous, on fait de notre mieux, mais des fois, quand tu es seul dans ton coin, on dirait que tu te tapes plus sur la tête. On est sévère avec nous-mêmes. C'est ça, mais tu réalises qu'on fait tous des erreurs, puis on apprend tous, puis on évolue. C'est un métier qui est difficile, en ce moment, on s'entend. C'est un contexte. Le contexte actuel ne favorise pas le bien, comment dire, le bien-être des agriculteurs, tu sais, je veux dire. On regarde ça d'une autre perspective, puis en ce moment, tu regardes les stats, c'est pas jojo, là, tu sais, je veux dire. Il y en a plein qui arrêtent, là. Il y en a plein qui arrêtent, tu sais, je veux dire, si tu regardes les taux de suicide chez les agriculteurs sont genre 2 fois plus élevés que dans... Tu sais, fait que c'est pas un métier facile, là, tu sais, puis comme tu dis, tu sais, c'est ça, il y a rien de mieux que je pense que se regrouper des fois, puis réaliser qu'on est tous dans le même bateau, là, c'est ça. Ouais, c'est clair, tellement, puis de se laisser la chance en même temps, ou l'indulgence plutôt là, avec soi-même, tu sais. D'apprendre, d'évoluer, puis tu sais, que des fois, ça mène à la continuité, ou même que des fois, ça peut mener ailleurs aussi, tu sais, que simplement l'agriculture ou le maraîchage. C'est ça. Je pense qu'on sait jamais de quoi la vie est faite non plus. Puis moi, c'est drôle que tu parles de ça, là, je sais pas s'il fallait que j'en parle, mais je vais en parler pareil. Parce que moi, ça fait des années où je me demande tout le temps, est-ce que je suis agriculteur à 100% ou je le suis pas? Parce que des fois, j'ai envie, je pense que j'ai quitté une usine pour faire ce métier parce que je croyais que j'étais vraiment un gars d'usine, mais des fois, au fond de moi, je me sens comme... Je suis maraîcher, mais je suis plus que ça. J'aime un peu d'autres choses. Puis l'hiver, je trouve ça rough, moi, l'hiver, rester à rien faire. Une dépression saisonnière parce que j'ai du temps, mais personne n'est à la maison. Je suis tout le temps seul. Puis cet hiver, j'ai eu un ami qui travaille dans une usine qui m'a dit, viens, voir mon boss, cherche quelqu'un comme technicien chimiste. Puis j'ai été... Puis je capote, j'aime ça. J'aime ça vraiment. Avec puis là, le gars me dit, même si tu veux, tu peux rester 1-2 jours durant l'été. Puis l'automne, tu reviens. Puis je réalise que dans ma tête, ça me fait du bien d'avoir une petite paye quand même, une petite sécurité, de faire d'autres choses que juste... Je trouve que la vie, c'est pas juste un chemin droit. Là. J'ai longtemps voulu devenir juste maraîcher, mais là, je réalise que j'ai l'impression que
Je fais d'autres choses que ça, d'hybrider, puis je trahis personne. Là, c'est ça que je suis. Là. Je suis pas juste un fonceur qui tripe légumes à 100%. Là, je l'accepte. Là, ça me fait du bien de faire ce métier-là. Je vois des produits chimiques, là, puis je fais des choses, puis j'ai un starro. Je me sens comme un scientifique. Là, j'aime ça, en fait. C'est nice. C'est vraiment inspirant, je pense, à entendre pour moi personnellement aussi. Puis, comme tu dis, j'ai l'impression que il y a peut-être aussi quelque chose des fois à revoir dans... Puis il y en a peut-être pour qui, comme tu dis, c'est agriculteur, oui, il y en a qui sont vraiment comme 100% maraîcheur, tu sais. Mais qu'on peut revoir ça aussi, tu sais, qu'on peut mixer ça différemment, qu'on peut l'adapter dans le fond à ce qu'on a vraiment besoin. Puis ce qu'on veut. Moi, je suis dans cette voie-là, vraiment, de trouver ma formule à moi, parce que les formules toutes faites, là, des fois, ça ne fait pas. Puis... Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis on essaie des fois de se rentrer dans une case, finalement, on sort plus que d'autres choses. C'est ça, moi, je trouve, là. Nice. Puis, je sais pas si toi, tu aurais un mot de la fin. Qu'est-ce qui en fait t'espères, justement? Ça serait-tu ça, tu sais, de trouver ta formule unique à toi qui va fitter? Ouais, moi, mon but, c'est d'être heureux dans ce que je fais. Puis, je trouve que des fois, quand tu fais quelque chose, puis tu t'obliges à fitter dans quelque chose qui marche pas, c'est mieux de trouver ta voie. Puis là, j'espère l'avoir trouvé, là. J'ai un équilibre où je serais peut-être à la ferme 7-8 mois, 4 mois dans d'autres choses. Ouais. Retourner chez moi aussi. Puis moi, voyager, ça me fait du bien beaucoup. Là. Donc, j'espère pouvoir... Comme là, en rentrant chez nous cet hiver, là, j'ai réalisé comment je me trouvais chanceux de vivre au Québec. Là. Dans le sens que je trouve pas qu'on chiale, mais on a des petits problèmes, on se plaint. Hein, j'ai vu du monde là-bas. Là. Ils savent c'est quoi. Mais on a des problèmes, mais ils en ont plus que nous. Je comprends, ils ont une souris pareil. J'ai visité des fermes là, où le monde plante des légumes, puis il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. Puis je leur demande, là, tu plantes autant d'aubergines, là, s'il ne pleut pas, il va pleuvoir. Oh, mais s'il ne pleut pas, tu vas faire qu'il va pleuvoir. Mais s'il ne pleut pas, je vais trouver une façon de manger. Là. Je ne mourrai pas de faim. Arrête de t'inquiéter pour moi, idem. On dirait qu'ils ont une assurance que la vie va les aider. Une résilience en puis moi, j'ai un gros puits, j'ai un lac, puis je m'inquiète tout le temps. Mais j'arrose mon champ tout le temps. Je trouve qu'ils sont... On dirait que je me sentais quasiment mal de me plaindre de ma vie. Des fois, quand je vois comment ils forcent pareil, ils ont le sourire d'en face, je me dis, bah... Donc, chaque fois que je reviens, je me dis, profite de la chance que tu as, puis arrête de te plaindre, puis go. Ben oui. En connectant justement avec ce monde-là, puis tout, ça permet aussi de relativiser. Puis de voir qu'on est quand même très chanceux là, de vivre dans des conditions comme on a au Québec. On a de l'eau partout. Là. C'est fou, hein. On a de l'eau, moi je fou. Il y a tellement d'eau. Il y a de l'eau partout, c'est le fun. En Afrique, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Les gens, ils ont du soleil, mais s'il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas. C'est ça. Ils continuent à planter pareil. Puis ils plantent, puis ils espèrent qu'il va pleuvoir. Je me dis, je ne connais pas de marché qui fait ça. C'était au Québec, là. Non, c'est clair. Espérer. Non, mais il y en a qui sont encore comme ça. Je trouve ça courageux. Puis ils vivent pareil, puis nous aussi. Donc, on doit comme célébrer cette chance qu'on a. Là, puis, c'est ça. Puis, comme tu dis, des fois, peut-être pour nous, individuellement, step up dans notre mentalité un peu, d'être comme, tu sais, de comparer à ça, puis de se dire, OK, soyons résilients dans notre tête aussi. Oui, c'est ça. Comme tu dis, reconnaître les privilèges. Oui, on est dans, en tout cas, on vit dans la meilleure parcelle de la terre. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais on a le monde qui a plus de chance, je trouve, quand même, que d'autres qui en ont. Ça fait que c'est quand même une belle chance qu'on a. Puis, tu sais, des fois, c'est difficile de se rendre compte. Là, on a la tête d'un champ, on voit nos problèmes, on a envie d'avoir de plus loin que le bout de notre nez, mais je te remercie de venir nous partager ça parce que c'est vrai, il faut avoir des fois une perspective un peu plus grande, puis ça fait réfléchir, puis ça fait reconnaître là, ce qu'on a, puis merci. En fond, c'est vraiment... Merci à vous deux, ça m'a fait du bien vous voir, vous jaser, là, c'était le fun. Merci, je suis content. Vraiment, moi aussi, belle discussion. Merci. Vraiment, je m'attendais pas. On a toutes sortes de questions. Ouais, on a dévié un peu. On a dévié. Mais c'est parfait. Puis en tout cas, ça fait vraiment du bien. Merci. Puis tu sais, je veux dire, vite fait un peu en confinisme, juste pour la dernière partie, tu sais, je veux dire, récemment, dans la ferme, on a eu des grosses discussions, remise en question aussi, tu sais. On est une jeune ferme. Mais tu sais, déjà, tu sais, Joey est en train de se demander, tu sais, bon, est-ce que c'est vraiment ma vie, moi, être agriculteur? Puis ça bouleverse un peu notre quotidien, de se dire, OK, on est trois là-dedans avec ma blonde, peut-être que lui, il va faire autre chose, mais tu vois, ça fait, tu sais, de t'entendre après 10 ans, d'essayer de trouver ta formule, l'espèce de formule hybride où tu peux continuer à faire ce que tu aimes. C'est important. C'est vraiment moi aussi, ça me donne beaucoup d'espoir, parce qu'il y a comme une part que je veux... Je sais qu'au fond de moi, je veux comme pas non plus arrêter le maraîchage, mais dans ma tête, je sais que je veux pas faire ça dans cette formule-là, tu sais, à 100%. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, il y a une exploration encore, j'ai l'impression. Il faut se donner le droit d'explorer, surtout, je pense que c'est ça. C'est ça. Parce que moi, c'est ça. Des fois, je fais le bilan des 10 ans, puis je me dis, non, je veux pas tout jeter à l'eau, là. J'ai beaucoup trippé, mais en même temps,
je ne vais pas m'obliger à faire ça chaque année de même, la même chose, puis avoir les mêmes résultats. Ouais, c'est ça. Il faut que je sorte de ça. Donc, si c'est avoir un job à l'extérieur, puis revenir de temps en temps, je vais être plus ressourcé, peut-être moins stressé financièrement. Ouais, c'est ça. Il y a tout ça. Là. C'est Puis, ça. même les paniers bio, là, j'en ai fait longtemps. Ouais. Puis à cette heure, je vais en faire moins parce que je trouve que ça m'empêche d'explorer. Ouais. Ben Et en oui, même c'est temps, ça. j'adore mes clients de panier. Là. Ouais. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas plus de 24 heures dans la journée, si je veux explorer d'autres choses, il faut que je baisse ce côté-là. Ouais. Donc, je pense qu'il faut se donner le droit d'explorer. Là. Écoute, grande sagesse, beaucoup d'inspiration avec toi. Merci Adam pour cette belle discussion. Vraiment cool. J'ai hâte que le monde puisse entendre cet épisode-là. Là. Ça va être un de nos bons, c'est sûr. Un épisode bonbon. Là. Ouais, vraiment. Nice. Eh bien, merci aussi à nos auditeurs qui ont été avec nous pour le balado. Puis on se revoit très bientôt. Yes, à la prochaine. Merci à vous autres. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode du balado Les Idées Radicules. Pour rester à l'affût de tous les épisodes à venir, vous pouvez vous rendre sur le site web d'Origine au www.origineqc.ca et évidemment, vous pouvez vous abonner aussi là, aux pages Facebook, Instagram et YouTube d'Origine. Tous les liens vont être dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi écouter Les Idées Radicules sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et YouTube Music. Et si vous aimez ce balado et vous aimeriez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre page Patreon. Donc, c'est sur patreon.com/idéesradicules. On veut dire aussi un gros merci à la formidable équipe des studios SF. Merci. Et un encore plus gros merci à notre équipe, à nous qui sont derrière le micro. On parle de notre coordonnatrice Camille Cloutier et de nos productrices Alissa Martel et Safia Barou. Fait qu'un gros merci. Merci la gang. À la prochaine.